Est-ce un simple bug électronique? À l'aide. Une simple pareidolie auditive? L'enquête paranormale dans le village abandonné avec Rednax a été l'une des plus intenses de la chaîne. Mais aujourd'hui, on ne chasse pas, on analyse. Et croyez-moi, la conclusion n'est pas celle que vous attendez. Voici l'instant précis où l'ambiance a basculé. Je présente un petit peu ton dispositif vite fait. Ouais. Tu vois? C'est moi là? Ouais, je crois que c'est toi. Enfin, c'est quand même... On va refaire un test, parce que c'est quand même bizarre. Ou alors c'est la lumière, non? Non, la lumière, ça l'active pas. En fait, t'as un faisceau rouge, là. Ouais. Il va sur le mur. Il va s'activer une première fois. Sur le coup, c'est un petit peu l'emballement, pas la panique, mais ouais, l'emballement. Mais arrêtons un petit peu la lecture et repassons la séquence au ralenti. Donc là, dès l'instant où je m'avance un peu trop près, on a, voilà, le robot qui s'active. À peu près au niveau de la caméra, ici, quoi, de la caméra de chasse. Ce qui est intéressant, c'est que 5 minutes plus tard, on va nous-mêmes débunker, en fait, le truc. On va faire une espèce de petite reconstitution qui va nous permettre, sur le moment, de trouver l'explication la plus rationnelle. T'es venu là, ouais. T'étais jusque là. Ouais, assez sensible. Oui, bon, ouais, ça va. On sait pas que t'étais aussi sensible que ça. Donc là, on voit Alexander qui s'approche, comme moi je l'ai fait un peu plus en amont. Et effectivement, le robot s'allume aussi de la même façon. Donc pour moi, c'est clair, net et précis. C'est moi. Le capteur de mouvement du robot a simplement réagi à ma présence. Donc c'est vrai que sur le moment, c'est un petit peu surprenant, mais au final, c'est assez simplement explicable. On aura ensuite un boom que je n'ai pas entendu à 7 minutes 27. Ça fait bien de t'asseoir. Putain, ouais, puis ça me tire sur le dos. T'as entendu ou quoi? J'ai l'impression que c'est de la musique, non? Non, c'était un robot. J'ai entendu 2 fois. Je ne l'ai pas entendu à la première réécoute lors du montage de l'enquête en elle-même, mais en analysant d'un peu plus près, finalement, on peut trouver justement ces petits bruits en augmentant le son, en nettoyant un peu la bande son. Écoutez bien. Tendez bien l'oreille, hein, c'est très très faible. C'est bien de t'asseoir. Putain, ouais, puis ça me tire sur le dos. T'as entendu ou quoi? Donc là, on écoute vraiment par 2 fois un espèce de petit boom. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Déjà, ça n'a rien de spectaculaire, hein, et ça répond à absolument aucune question, parce que tout simplement, regardez bien, le début de la séquence, c'est moi qui entre dans la maison. Boum, boum. Donc là, Alexander, à ce moment-là, avait déjà écouté un petit boom, et moi, je suis pas encore rentré dans la maison, il y a eu 0 interaction, donc déjà, ça ne répond pas à une sollicitation de notre part. Très clairement, ce genre de bruit, on peut les assimiler à une vibration, une dilatation, ou alors un petit impact de quelque chose qui tombe, par exemple. Le son était très sourd et très très loin, donc peut-être que c'était une ferme à côté qui faisait encore quelques travaux, même à cette heure-ci, hein, les agriculteurs, ils ont pas d'heure pour travailler. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça se passe hors phase d'interpellation. On n'a rien demandé. Peut-être qu'on voulait nous faire un petit coucou, je ne sais pas. Pour ma part, je ne le prendrai pas en compte, tout simplement parce que c'est hors phase d'interpellation, et on peut quand même trouver facilement des explications à ce genre de bruit. Alors ensuite, on va voir tous les petits bruits du lieu. Donc dès les premières minutes, déjà les sons un petit peu étranges se multiplient. On a des tocs, des bruits sourds, des booms et même des roucoulements. On va le réécouter, bien sûr, je vous ai fait un petit best-of là. Donc voilà, sur le moment, l'ambiance se crispe un petit peu, parce que écouter ce genre de bruit quand on est dans le noir, dans un village abandonné en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mais on va analyser et on va voir que au final, il y a quand même un schéma logique qui se met en place pour tous ces petits bruits-là. Tendez bien l'oreille, écoutez, il y a des trucs intéressants quand même. Je vous laisse écouter. Voilà, le dernier son était un petit peu costaud, hein, parce que c'était pas très très loin d'où je me trouvais
pendant la séance solo, hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh ben, la quasi-totalité de ces bruits proviennent des zones les plus exposées aux éléments, au vent, etc. et les plus faciles d'accès pour des animaux aussi. Donc pour moi, tous ces petits bruits isolés, c'est rien d'autre que l'œuvre de Mère Nature, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on a un petit peu eu la confirmation de tout ça pendant un moment. Vous l'avez écouté aussi dans l'enquête, pendant que je suis avec Rednax, là, à l'endroit où il y a ce nounours, là, qui est terrifiant. L'ourson Grégoire, retenez-le bien, Grégoire. Eh ben, on était clairement en présence d'un rongeur à ce moment-là. Quitte à... Ouais. Ça a grogné ou... Ouais, ça, comme si ça avait roulé. Je t'ai coupé, désolé, mais... Ouais, je sais pas, moi j'entends moitié, alors... Mais c'est toujours à l'étage, maintenant, il y a peut-être des bestioles. Ouais. Ah, tu disais quoi, du coup, je t'ai coupé par le son? Ça me met que ça a marché en haut. Ouais, c'est... ça... Moi, j'ai entendu rouler, ça fait tout. Ouais, c'est bestiole, ça. Par contre, c'est méga flippant. Ouais, c'est une bestiole, y a pas de doute. Sur le moment, c'est vrai qu'il nous a donné quelques sueurs froides. Donc voilà, la présence d'un rongeur assez conséquent, on va dire. Un rongeur ou un autre animal quand même assez conséquent. Et n'oublions aussi jamais un facteur omniprésent dans ce genre de lieu, la dilatation thermique des matériaux. La journée, ça a bien chauffé, le soir, ça refroidit un petit peu, vu que c'est la nuit et tout ça, les températures sont plus fraîches, et c'est là que surviennent ces gros booms, ces espèces de craquements, et parfois c'est même très très impressionnant, hein. Voilà pour les petits bruits un petit peu anodin, mais qu'il fallait quand même traiter avant de passer à des choses plus sérieuses. Maintenant, on va passer à un phénomène un petit peu plus intriguant, c'est la deuxième activation du robot. Oh putain, il m'a fait peur ce con. C'est sûrement la chauve-souris, je pense. Tu l'as vu passer ou pas? Je l'ai pas vu, non. On est un peu plus tard dans la soirée, et le robot se déclenche une seconde fois. Ce coup-ci, à première vue, personne n'est à proximité immédiate du robot, comme on peut le voir sur les images, puisque le robot, en fait, se trouve à côté de la cheminée, en bas. Donc là, il y a la cheminée ici, et le robot se trouve vraiment de l'autre côté. Il se trouve ici, qui regarde un petit peu en oblique, mais sur le mur quand même. Vous voyez, on peut tracer une droite, comme ça. Alors j'ai rejoué la séquence, hein, image par image, mais je ne vois absolument aucun déclencheur qui aurait pu faire déclencher le robot. Alors, chose importante à souligner, la présence d'une chauve-souris qui nous tournait autour 5 minutes avant. Je bouge pas d'un poil. Chauve-souris qui s'amuse, hein. Oui. Oh, elle passe entre nous deux, là. Oh. Toutes les 3 secondes, à peu près. Elle occupe le bâtiment. Elle est là, la chauve-souris, on le sait. On ne l'a pas vue passer à ce moment-là, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle n'était pas là. La caméra de chasse, malheureusement, comme vous allez le voir, elle s'est mise en route, mais bien plus tard, quand Alexander est parti remettre le robot en place. Je vais la remettre face au mur comme elle était. Bah, à revoir, parce que normalement, c'est soit la chauve-souris, soit c'est un papillon, soit c'est rien du tout. Voilà, c'est juste ce moment-là qu'on a pu capturer et pas l'avant qui nous intéressait. Donc ça c'est dommage, on pourra pas faire le lien. Est-ce que c'était la chauve-souris, est-ce que c'était autre chose? Malheureusement on sait pas. Autre hypothèse aussi intéressante qu'on pourrait soulever pour cet événement-là, le robot d'Alexander, il va se mettre en route au moment où il va s'approcher de la cheminée pour poser son pod EMF, et quand Alexander va reculer un petit peu, c'est à ce moment-là que le robot va se mettre en fonction. Regardez bien. Donc là il pose le pod, il recule, et là ça se met en action. Donc on voit quand même que l'angle peut être assez ouvert, on va dire, comme on l'a vu pour la précédente activation. C'est pas le même robot, mais c'est le même principe. Donc on peut avoir quand même un angle assez grand, qui n'ira pas jusqu'à Alexander en lui-même, mais qui peut quand même capter une large zone. À peu près, je dirais, 120 degrés largement. Le lien qu'on peut faire avec le déplacement d'Alexander, c'est que peut-être qu'il a soulevé en marchant un petit nuage de particules, de poussière, et qui est passé avec le vent qui circule dans le bâtiment, hein, qui est assez ouvert. Peut-être que effectivement le nuage de particules soulevé par Alexander est passé devant le capteur du robot et l'a déclenché à ce moment-là. C'est les deux hypothèses les plus rationnelles, la chauve-souris et un nuage de particules de poussière soulevé par Alexander quand il recule.
On peut aussi, bien sûr, imaginer un scénario un petit peu plus paranormal en admettant que c'est quelque chose qui a voulu communiquer avec nous. Ce que là encore, il n'y avait pas d'interpellation à proprement parler à ce moment précis. Bon, maintenant qu'on est dans le noir, si vous voulez nous faire une petite frayeur, c'est le moment. Essayez de nous toucher, Enfin, moi, je vous donne l'autorisation de me toucher, en tout cas. Vous pouvez nous toucher. Oh putain, j'ai peur, c'est bon. Donc pour moi, mon côté un petit peu sceptique privilégiera toujours les hypothèses, tout d'abord les plus rationnelles et les moins coûteuses en explication, c'est-à-dire la chauve-souris ou le nuage de particules. On peut très bien voir la chauve-souris qui est passée à ras de terre ou qui a fait des mouvements bizarres et on l'a pas vu, surtout qu'on est dans le noir complet à ce moment-là. Là, on voit juste parce que je suis en infrarouge, mais c'est dans le noir complet en fait. Donc peut-être qu'on n'a pas vu la chauve-souris, peut-être qu'elle est pas passée devant la caméra à ce moment-là, mais qu'elle est bien passée et que malheureusement, la caméra de chasse a mis trop longtemps à s'activer. Encore plus tard dans la soirée, donc là on est pendant la méthode Estes, il y a un petit élément qui a attiré mon attention et j'ai trouvé ça sympathique de vous le montrer parce que l'effet est assez joli, regardez. Donc ce phénomène-là, je l'appelais le blob, parce que ça ressemble un petit peu à un blob, à un truc métamorphe là qui change d'apparence un petit peu. Pendant la méthode Estes, ce blob, il va passer plusieurs fois devant la caméra. Là, j'ai voulu le retenir simplement pour vous montrer à titre pédagogique ce qu'on pouvait dire de cet événement-là. Là où d'autres crieront au paranormal, vous savez très bien que c'est pas mon cas et que j'aime faire de la pédagogie à ce sujet-là. Le rendu en lui-même, il est chouette, il est vraiment étrange quand on le regarde au premier abord, mais il y a au moins une explication qui colle absolument très très bien à ce qu'on vient de voir ici. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais il change de forme, mais il change pas vraiment de forme. C'est juste parce que le focus n'est pas fait sur lui, donc c'est très très flou. Et en battant des ailes, ça donne l'impression qu'il change de forme. Mais ce n'est pas le cas. Donc vous aurez compris, pour moi, ça n'est rien d'autre qu'un papillon de nuit, tout simplement. Un gros papillon de nuit qui passe devant la caméra. Il a sûrement été attiré par nos lumières qui sont placées pendant la méthode Estes. Il y a des lumières bleues et tout ça. Donc c'est purement un effet d'optique renforcé par les capteurs de caméra qui sont très sensibles et surtout par la proximité de l'insecte qui était très très proche de l'objectif de la caméra. Le résultat à l'image, il semble presque surnaturel, mais ce n'est absolument pas le cas. Donc rien de mystérieux, mais encore faut-il savoir où regarder. Alors là, on va rentrer dans la dernière mi-temps, si je puis dire, avec la méthode Estes en elle-même, où on a entendu quelques trucs assez troublants, notamment avec Alexander. À l'aide. Vous avez besoin d'aide? Vous voulez qu'on brûle de la sauge, c'est ça? Comment est-ce qu'on peut vous aider? À l'aide. J'ai bien compris. On a un premier à l'aide qu'Alexander semble écouter dans la Spirit Box, dans le bruit blanc de la Spirit Box. Ce à l'aide, il correspond pas immédiatement à une question que j'ai posée. La dernière question que j'ai posée avant ce à l'aide, c'est est-ce que vous voulez qu'on brûle de la sauge? Par contre, ce qui va être assez intéressant à retenir, c'est que la question encore d'avant, je demandais est-ce que vous avez besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Comment est-ce qu'on peut vous aider?
Souhaitez-vous qu'avant de partir, on brûle de la sauge? À l'aide. Vous avez besoin d'aide? Donc c'est pas forcément une réponse directe, et c'est ça qui me chagrine un peu, parce qu'il y a eu une autre question entre-temps. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Pas de réponse. Est-ce que vous voulez qu'on brûle de la sauge? Et là, ça a dit à l'aide. Donc là, je vais continuer un petit peu de parler, de demander, d'interpeller à ce sujet. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes pourchassé? Parce qu'au fond de moi, je percevais quelqu'un qui était un petit peu pourchassé, etc. Je n'ai pas forcément de ressenti, mais c'est ce que je m'imaginais en fait dans ma tête. Et c'est à ce moment-là que Alexander va écouter un deuxième à l'aide. Donc on va aller plus loin dans l'analyse, on va écouter sur la bande son, savoir si effectivement le son provient du bruit blanc de la Spirit Voice ou si c'est un son qu'Alexander a imaginé dans sa tête à force d'écouter le bruit blanc. À l'aide. Bon, vous avez pu écouter un petit peu la bande, pas la queue d'un à l'aide sur la bande sonore. Ce qui veut dire une chose, si c'est pas sur la bande sonore, ça ne peut pas être de la radio, déjà. Mais si ce n'est pas sur la bande sonore, on n'a pas de preuve qu'il l'ait vraiment écouté de manière, on va dire, avec ses oreilles. Donc pour moi, l'hypothèse la plus logique à ce sujet, puisqu'aucun son distinct n'apparaît sur la bande sonore de la radio, et qu'il n'y a rien d'audible et rien de mesurable, c'est que, en fait, c'est le cerveau d'Alexander qui a interprété ce bruit blanc à force d'écouter cracher la Spirit Box. Il a interprété comme étant un bruit familier. Ce phénomène, il est bien connu. C'est ce qu'on appelle une pareidolie auditive. Sous l'effet du stress, notamment, et de la concentration prolongée, ou si on est dans l'attente d'un message, d'un signal de la part d'une entité ou de quoi que ce soit, le cerveau, en fait, il va chercher du sens dans un chaos sonore. Il fait la même chose avec une bouillie de pixels sur une image. Il va chercher à se raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Et donc, ceci entraînant cela, il va commencer à entendre des sons structurés là où il n'y en a pas. Autre hypothèse un petit peu plus spirituelle, on va dire. On a quand même le droit de rêver, même si cette hypothèse spirituelle est très très peu probable. Cette hypothèse serait qu'Alexander ait été à ce moment précis connecté à quelque chose peut-être, ou à quelqu'un, une entité, qui lui aurait réellement demandé à l'aide. Parce que pour lui, il a vraiment entendu à l'aide, un cri de souffrance en fait. Ça l'a un petit peu glacé quoi, on va dire. Pour lui, il est persuadé d'avoir entendu quelqu'un crier à l'aide. D'ailleurs, ça m'est arrivé, moi aussi, pendant la séance Esthès, d'imaginer, parce que c'est comme ça que je le perçois, j'imaginais, en fonction des changements de phase de la radio, j'avais l'impression d'entendre parfois des mots, je me disais des mots dans ma tête qui avaient pas de rapport, pourquoi, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Des mots qui popaient comme ça dans mon esprit. Et aussi, des sortes de râles de souffrance aussi, mais pas de mots précis avec, juste quelqu'un qu'on étripe, quoi, en fait. Mais ça, pour moi, c'était clair, net et précis, c'était dans ma tête, c'était quelque chose que j'imaginais. Donc c'était peut-être un petit peu plus difficile pour Alexander de se faire cette réflexion-là, étant donné qu'il a un petit peu moins d'expérience que moi dans le paranormal, ce qui est normal. Au plus on pratique, au plus on va être, on va dire, sensibilisé à ce genre de choses, moins ça va nous surprendre et tout de suite on va tiquer sur les indices qu'on a, quoi. Après, cette interprétation un petit peu spirituelle, elle va supposer une quantité d'éléments invisibles, sans trace, ni données, ni rien du tout pour l'appuyer. Donc c'est pour ça que moi, en tant que enquêteur rationnel, je préfère me pencher vers une réflexion un petit peu plus sceptique et donc vers l'hypothèse la moins coûteuse qui est celle de la pareidolie auditive. Pour finir, on va aller sur ma partie à moi de la séance Esthès, le moment précis où j'écoute mal dans l'appareil, pile au moment où justement Alexander parlait, est-ce que vous avez mal, est-ce qu'on vous fait du mal? Donc tout de suite on écoute, tendez bien l'oreille. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Mal? Merci. Donc là, si vous avez un petit peu l'oreille fine et si vous avez surtout la présence d'esprit de remettre un petit peu en cause ce que vous voyez, vous avez peut-être eu un indice dans le bruit blanc de la Spirit Voice qu'on entend dans les micros. Écoutez bien, ça va se passer à ce moment-là. Du mal. Est-ce que vous avez écouté? Je vous remets. Quelqu'un vous a fait du mal. Voilà. Est-ce que vous avez écouté un petit peu ce creux qu'il y a eu dans les fréquences de la Spirit Box? Ce qui se passe, c'est que quand la Spirit Box que j'ai fabriquée maison finit son balayage, il y a un petit moment d'attente, de creux, où il n'y a rien. Ça se coupe un petit peu. Et effectivement, pile au moment où Alexander dit mal, écoutez bien. Quelqu'un vous a fait du mal. On a ce creux.
plus de bruit blanc. Donc, ce qui veut dire que le mal que j'écoutais, je l'écoutais de mes oreilles, ça c'est clair et net, parce que je sais reconnaître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'imagine de ce que j'entends. Ce que j'écoutais donc dans mes oreilles, le mot mal, en fait, c'était Alexander qui finissait sa phrase « mal, est-ce qu'on vous a fait du mal ?» Et pile à ce moment-là où « mal » est prononcé par Alexander, il y a ce blanc, la Spirit Box, ce qui fait que malgré le casque, j'ai pu écouter ça. Donc voilà pour cette séance Estes et cette vidéo. Donc analyse un petit peu rabat-joie comme d'habitude, hein, j'adore les Fake is Cool, vous me connaissez maintenant. La séance Estes reste quand même assez surprenante. C'était ma première fois dans cette méthode-là. De même qu'Alexander, c'était sa première fois en séance Estes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pompe quand même pas mal notre énergie parce qu'on se concentre sur ce qu'on entend. On a les sens, en fait. On est privé de nos sens, sauf l'ouïe avec nos oreilles. Mais ça reste quand même fascinant et une super expérience que sûrement je reproduirai. Ça montre à quel point, en fait, notre perception peut parfois construire une réalité à partir de rien, tout simplement. Et c'est justement ce qui rend ces expériences si fascinantes à étudier, quoi. Bref, c'était Vivien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans cette analyse. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner, c'est très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle enquête, nouvelle urbex, nouvelle analyse, nouvelle vidéo, tout simplement. Ciao!